Debout là-dedans. De quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors comme ça, on passe le discours du président. Non, Il est pas drôle, le président? Si. Et c'est quoi ce son tout pourri, hein? Ça, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les micros. Pas d'excuses. Alors maintenant, on va bouger ses grosses fesses et on va aller faire du bon boulot. Sinon, il va aller sur une catapulte, le gros fessier. Ok, d'accord, je me lève. J'y vais. Allez hop, on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est jolie, la licorne. Alors, on dort bien tranquillement pendant que les autres se font remonter les bretelles? Mes bretelles? Elles sont où, mes bretelles? Le son pourri, les blagues débiles, les vidéos trop longues, tout ça c'est de ta faute. Tout ça c'est de ta faute. Si moi je me fais virer, si on fout mon cul dans une catapulte, ça sera de ta faute. Et tu sais quoi? Eh ben si je me fais virer, tu viendras avec moi dans la catapulte. Mes bretelles? Comme catapulte? Des micros? Mais c'est pas moi qui m'occupe du son. Chut, doucement. Hé, crétine. Francine. Elle s'appelle Francine. Ouais, Francine, crétine ou mandarine, Doucement. c'est du pareil au même. Non, c'est rien, c'est nous. C'est nous. Comment? Tu m'entends bien, Alcaline? Tu m'entends là? Tu vas sortir de ce lit et venir avec nous, parce qu'on a 2 mots à te dire. On va tous se faire virer à cause de toi. Non, alors c'est pas vraiment à cause de toi, non. Alors, tu as participé, c'est vrai, tu as même contribué, mais c'est pas de ta faute. Et comment vous êtes rentrés? Oh, change pas de sujet, Mélanine. Si le son il est tout pourri, c'est à cause de toi. Les blagues débiles, c'est à cause de toi. Les vidéos qui sont trop longues, c'est à cause de toi. Mais c'est pas moi qui écris le texte. Non, ce n'est pas elle qui écrit les textes, c'est toi. Moi? Mais c'est pas ma faute à moi. Si, C'est de ta faute. c'est de ta faute. Si le son il est pourri, c'est de ta faute. C'est pas ma faute. Oh putain. Oh putain, j'ai fait un cauchemar. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé qu'il y avait Gélatine et il y avait Mathéo et il y avait le président et il disait que tout est de ma faute. C'est pas de ma faute si le micro il a lâché. Hein? Ouais, t'as raison. Oh. Je vais regarder la journée bibliothèque, tiens. Ça va me calmer. Il y a la 2e partie qui est sortie. Hein? Ah oui. C'est à toi tout de suite. Bonjour. Alors voilà, j'avais prévu de parler de tas de choses, mais comme j'ai vu ce matin, comme j'ai entendu ce matin ces entretiens magnifiques, donc je m'étais dit que je vais peut-être remettre les choses en place par rapport, par exemple, à Georges Ligny, pour sa mise en scène, enfin, entre classique et moderne. Mais avant ça, je vais quand même reprendre la base de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire l'héritage. Je crois que quand on m'a dit « Est-ce que tu veux bien parler des classiques et du moderne ?» J'ai eu la chance de pouvoir jouer les deux. Donc, je me dis, le classique, c'est notre héritage. C'est notre héritage, parce que quand vous jouez du Ricounet, qui est un moderne, ou que vous jouez, je sais plus ce qu'on avait mis en scène, ce que tu m'avais mis en scène aux galeries,
Hein? Oui, Florence Zeller, qui est aussi un classique maintenant, puis il est parti en Amérique. Donc je m'étais dit que nos classiques, ça dépend de ce que c'est que les classiques, on en a parlé ce matin, les classiques du 17e, du 18e, du 19e, même ceux d'avant, les Grecs, les Romains, il y en avait aussi. Hein. Bon, donc, je me dis que l'héritage, c'est important. J'ai joué dernièrement dans un spectacle où il y avait beaucoup de jeunes et j'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup d'héritage. On parlait ce soir-là de la mort de Peter Brook, qui est un grand penseur du théâtre, qui a écrit ce fameux livre « L'espace vide ». Et je conseille à ceux qui l'ont lu de lire le suivant, c'est-à-dire Le diable, c'est l'ennui, où il corrige un petit peu des choses de son premier livre. Et aucun de ces jeunes ne savait qui était Peter Brook. Je me dis, c'est quand même dommage de passer outre. Oh, Peter Brook, c'est Peter Brook, mais il y en a d'autres. On parlait de comédiens. Leur héritage est assez limité. Et je me dis, c'est dommage parce que quand on travaille dans une mise en scène, ou quand on travaille comme comédien, on fait beaucoup de références à nos classiques. Parce que le classique, il n'est pas plus ou moins fort, plus ou moins bon que le moderne, ou vice-versa. On est toujours dans la même dynamique. Le classique, c'est un lieu, c'est un espace, c'est un temps, et on a la même chose dans Ricounet, on a la même chose dans Feydeau, on a la même chose chez Victor Hugo, on a la même chose chez Gelderod, que j'ai mis en scène et que j'ai joué. On retrouve toujours la même chose. Donc il faut vivre avec son héritage. Et on a souvent tendance à opposer classique et moderne. Et on a tort, parce que, comme on a dit ce matin, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites ce matin, c'est la continuité. Nous sommes dans la continuité de nos classiques. Quand on joue l'Avare, on est dans le classique. Je joue Gelderod, je suis dans le classique. Je pense à mes classiques. Les classiques, c'est notre petite musique intérieure. Quand vous avez Andromaque, quand vous entendez Andromaque, ça revient. Que vous écoutez, je sais pas, Shakespeare, Richard III, là, je ne vis que par la haine. Oh, mais c'est ou mieux encore, être ou ne pas être, qu'on confond souvent avec, on prend une tête de mort et on dit être ou ne pas être. C'est deux scènes différentes parce que avec le crâne, c'est pauvre Yorick quand il est dans le cimetière. Mais bon, voilà, c'est des choses quand même qui reviennent en mémoire. Et quand on joue les classiques, des Ricounet ou des Feydeau ou d'autres, Zeller par exemple, parce que Patrice m'a mis en scène dans Zeller, la vérité, c'est ça, c'était la vérité. Ben, on retrouve de classiques, on retrouve Molière, on retrouve Sophocle, on retrouve Terence, on retrouve tous ces gens qui ont fait le théâtre avant nous. Nous ne sommes que la continuité, nous sommes la somme de tous ces gens-là. On n'invente rien. On vit avec ça. Moi, j'avais dit, à un certain moment, je voudrais faire du théâtre. J'ai commencé ma vie en faisant de la moto, je faisais de la compétition de moto, donc rien à voir avec le théâtre. Rien à voir. Terence, ils ne connaissent pas. Donc je faisais la compétition et jusqu'à mes 20 ans, je n'avais jamais été au théâtre. C'est parce que des amis allaient s'inscrire au conservatoire qui m'ont dit « Mais toi qui parles beaucoup au café, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous au conservatoire ?» J'ai dit « Oui, c'est pas con ça. » Donc je me suis fait virer du conservatoire la première année parce qu'on m'avait dit « Tu dois étudier tel texte » et j'avais oublié de prendre des gens pour me donner la réplique. Donc quand je suis arrivé devant Claude Etienne, il me dit « C'est quoi tes répliques ?» C'est quoi? Il faut des répliques. Bon, on m'a dit qu'il y avait des répliques. Donc, j'ai demandé à un ami, Pierre Malsté, de faire toutes les répliques. Il faisait Andromaque, il faisait toutes les répliques. Et j'avais un accent bruxellois, que j'ai encore un petit peu d'ailleurs. Et donc, Claude Etienne m'a dit, c'est très bien, garçon, tu as de l'énergie, hein, c'est bien, c'est bien. Mais ce qui serait bien, c'est que tu ailles faire 1 an d'académie. Et puis, tu habites où? Mais j'habite à UCAM. Anne Carprio, qui était l'assistante de Claude Etienne, Anne Carprio donne cours à UCAM. Tu donnes cours quand? Le mardi. Aujourd'hui, c'est mardi. À quelle heure? 17h. Michel, à 17h, tu vas
à l'Académie Duc, tu vas t'inscrire chez Anne Carprio. Donc, le soir même, parce que je suis un garçon obéissant, j'ai été chez Anne Carprio. Je ne savais rien du théâtre. J'avais juste appris 3 scènes, dont un monologue. Et donc, j'arrive là, et chaque fois que quelqu'un avait besoin d'une réplique masculine, on me le donnait. Donc, je suis sorti de là à 9 h du soir avec 17 répliques. On a été boire un verre au Spade d'œuf, un peu plus loin. Et donc, elle m'a dit, je vais te préparer au conservatoire, tu vas voir, ça va être génial. Donc, j'ai été chez elle, puis elle me dit, ils ont besoin d'un mec à Etterbeek, chez Marvel, et puis, encore, je ne sais plus où, chez qui, donc je suis arrivé au conservatoire. Je donnais la réplique à tout le monde. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait, voilà, je vais faire Andromaque, ma réplique c'est Michel Poncelet. Je vais faire machin, ma réplique c'est Michel Poncelet. Arrive mon tour. Parce que je tiens à me présenter aussi. Je dis, bonjour, je m'appelle Michel Poncelet, on sait. Et voilà, donc ma réplique, et il me fait, Michel, pour gagner du temps, tu as réussi, mais ne le dis à personne. On va gagner du temps, comme ça, tu passes, va chercher le suivant. Donc je sors, je n'ai pas pu faire mon examen. J'arrive avec la suivante, qui me dit, j'ai comme réplique Michel Poncelet. Oh, débarre avec tous les tiennes et tous les assistants. Oh, non, non. Et donc voilà, je me dis que quand on veut faire du théâtre, il faut vraiment grignoter à tout. Et au conservatoire, ce qui était magnifique, c'est que, je voulais parler de l'espace vide de Peter Brook, c'est vide. On travaille avec des cubes au conservatoire. Je ne sais pas si maintenant on le fait encore, si, c'est toujours... Quand on a peu de moyens, ça c'est sûr. Oui, donc on a des cubes, ça c'est le fauteuil, ça c'est le bar, c'est un cube, c'est le même. Là c'est la porte, c'est aussi un cube, tu dois passer derrière. Donc il n'y a que des cubes. Donc c'est un peu l'espace vide. Et on vous fait travailler du Racine, du Shakespeare, du moderne, des classiques, des inconnus, des fort connus. Et c'est ça qui est génial. Je regrette un petit peu, parce que maintenant, au conservatoire, ils voient 1 ou 2 auteurs. Moi, je voyais, enfin, nous, de mon époque, les vieux de mon époque, il n'y en a pas ici. On jouait beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que pour suivre l'évolution du théâtre, pour avoir cet héritage qui est génial, qui est l'héritage de Shakespeare, de Sophocle, tout ça, Racine, Molière, c'est extraordinaire. J'ai vu dernièrement un Andromaque. Espace vide, espace vide, et c'est tous les jeunes qui disaient le texte. Mais ils susurraient le texte. C'était extraordinaire. On parlait avec monsieur tout à l'heure qui écrit de la valeur de l'auteur. Ici, on retrouve la valeur de l'auteur par le biais, par l'outil qu'est le comédien. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'un comédien, on est un outil. On est au service d'un auteur ou d'une adaptation, ou d'un metteur en scène qui dit « je veux changer », comme on en parlait ce matin avec Jacques, on va changer tout, je veux que les portes soient par terre pour un fait d'eau et tout ça. Bon, mais il faut être apte à suivre les metteurs en scène. Parce qu'il y a une dame qui demandait tantôt, qui demandait « mais comment on peut se faire connaître si on joue dans une pièce, dans une mise en scène de Georges ?» Parce que Georges, il bouscule tout. Pourquoi pas ? Si la pièce fonctionne bien, et si les sentiments sont là, s'il y a un rapport humain, parce que le théâtre c'est la vie, je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre c'est la vie, et si on trouve la vie là-dedans, ça marche. J'ai une anecdote. Ma compagne a créé un théâtre qui s'appelait Le Pacheté, donc je suis le cofondateur, et on allait dans les écoles. Et c'était un thème, par exemple la mort, l'amour, la famille, tout ça, avec des extraits d'une pièce classique et un extrait d'une pièce moderne. Et on jouait de Schmitt, La Dame en rose. Et elle me dit, tu veux bien faire le petit? Donc je commence à jouer en disant, voilà, je m'appelle, je sais plus comment, Jérôme, j'ai 12 ans, j'ai la leucémie. Je dis, mais les gamins, ils vont rire comme des fous. J'ai pas 12 ans, j'avais 50 ans à l'époque, j'étais très jeune. Et elle me dit, mais tu mets un bonnet et tu dis le texte, comme si c'était toi. Elle me dit ça à moi. J'avais jamais beaucoup joué. Je dis, mais elle a raison. Donc j'ai mis mon bonnet, je me suis mis au bord du lit, j'ai regardé les enfants, j'ai dit, voilà, je m'appelle Jérôme, j'ai 12 ans, j'ai la leucémie. Et ils étaient tous là avec moi. Ils pleuraient presque. Parce qu'il y a la vie. La vie est là. Je dis des mots qui ne sont pas les miens, mais j'essaie d'en faire les miens,
Et il y a ce rapport, il y a quelqu'un sur une scène, il y a quelqu'un qui regarde, et le théâtre existe. Hein, comme disait Lucchini à un certain moment, non, c'était pas Lucchini, c'était Rochefort avec la moustache. Voilà, je vais téléphoner à quelqu'un, et dans 2 minutes, tout le monde va croire que j'ai un téléphone en main, alors que j'ai pas le téléphone. Et c'est ça qui est l'imaginaire. Mais l'imaginaire dans le sentiment, dans la vie, dans ce que représente la vie. Comme je disais, le théâtre, c'est la vie. Et dans la vie, il y a des trucs drôles, il y a des trucs moins drôles, il y a des trucs passionnants, il y a des trucs humoristiques, il y a l'amour, il y a la haine. Il y a des fois, il y a la haine quand même. Hein. Richard III a raison, la haine nous nourrit. Il y a les compromis. Molière a raison hein, avec le misanthrope que notre ami va monter. Il a raison que ce rapport-là existe. Dans la vie, tous ces rapports existent. Il suffit de les remettre dans le théâtre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le théâtre. Et j'ai eu la chance, parce que maintenant je suis jeune retraité, d'avoir pu jouer tout ce qu'il a dit, je ne sais plus combien, 130 pièces. 130 on va en faire à peu près pour faire 100. On va faire 170. Donc voilà, mais c'est une chance de pouvoir jouer ce que quelqu'un a mis en rêve. Il a mis son rêve sur un papier. Et nous, on doit le jouer. On est l'outil de ce rêve. Et c'est extraordinaire. Alors, il y a des fois où c'est compliqué. Il y a des fois où c'est moins compliqué. Par exemple, pour moi, les Molières, c'est pas compliqué. J'ai l'impression que le gars, il a écrit pour moi. Alors que, par exemple, il y a des Feydeau. Les Feydeau, c'est plus compliqué pour moi. Mais c'est moi. Il y a des gens, des copains, le Feydeau, c'est plus facile pour lui. Bon, moi, Molière, j'ai joué 2 fois la VAR seulement. J'espère pouvoir en jouer une 3. Enfin, je vais le mettre en scène bientôt. Mais donc 2 fois la VAR, mais chaque fois, je me dis, mais c'est génial. C'est moi qui parle. Ma cassette, c'est ma cassette. Et je m'amuse à faire ça. Et c'est dramatique parce que le type, il a perdu son argent. Je me souviens qu'on avait joué à Villers-la-Ville et Gilles Dasbourdet, qui était le metteur en scène, m'avait dit que ça va être un vieux SDF qui a plein de pognon, mais qui n'emploie pas son pognon, voilà, et c'était filasseux, avec des dents en moins, pas beau, et le type se soigne pas pour garder son argent, sa casquette. Et à la fin de la pièce, j'avais tellement bien joué apparemment, qu'il y a un gamin. Ah oui, je salue, et le salut, c'était le coffre qui s'ouvre et toutes les pièces d'or tombaient sur moi. Et donc, il y a des pièces qui tombaient sur le sol, évidemment. Et j'ai vu un gamin se lever, il a été prendre toutes les pièces. Et il m'a déposé au début de la scène, là, en disant, ce type a besoin de son pognon. Il a besoin de son pognon. Il l'a mis pendant 2 heures, il a besoin de son pognon. Donc il a presque tout ramassé. Et dans la mise en scène, moi je fais venir les camarades, donc les camarades viennent, et à la fin, on prend les pièces d'or et on les jette. Le gamin se relève et dit, hey, je veux avoir ma part alors. Si tu le donnes à tout le monde, je veux avoir ma part. Donc je pris un gros bazar. Il était un peu comme tout. Mais voilà, donc le gars était rentré dedans. Il avait 12-13 ans, le gamin. Il était rentré dedans et il s'était dit, ce type il a besoin de son pognon. Il n'est pas bien, il va bien, il manque des dents, il a besoin de son pognon. C'est ça qui est génial, c'est quand on arrive à des rêves comme ça. Une autre anecdote, donc ma compagne faisait Peclebos, page théâtre, Peclebos c'est autre chose, donc le page théâtre c'est rien que pour les garçons, les garçons et les filles de 14-18 ans. Pas loin d'ici, à Molenbeek, on va jouer Le bourgeois gentilhomme, un extrait du bourgeois gentilhomme. Et on me dit, attention, le gars qui est là, trafic d'hommes, de femmes, de drogue, de voitures, c'est le chef du quartier ici, c'est un mafieux. Donc fais gaffe. Je dis, bon, on joue. Et puis à la fin du spectacle, on démonte le décor, et j'avais une petite sono pour faire la musique, et je vois le mec qui prend ma sono, et il va vers la sortie. Et j'ai regardé ma sono en disant, voilà, c'est la dernière fois que je te vois. Tant pis, on en achèterait une autre, on fera un prêt, je vendrai mon vélo pour acheter. Et il me dit, tu viens? Je dis, oui, j'arrive, je prends un élément du décor et je le suis. Et il met ma sono dans la camionnette et il me retourne brusquement et il me fait, dis, la pièce que tu viens de jouer, tu la joues où ça? Je l'ai un peu partout. Tu la joues à Saint-Michel, elle est tombée. Oui. À Saint-Pierre, à Utu.
Oui, un sac et rachète aussi. Tu vas chez les riches alors. Et c'est la même pièce. Alors, oui, c'est la même pièce. Et alors, à la fenêtre, il y avait le directeur, ma compagne, le gars qui me suivait pour la régie, tout ça. Ils étaient à la fenêtre en disant, c'est la dernière fois qu'on voit Michel. C'est fini, terminé. Ils vont le vendre à Cabourg. C'est la dernière fois qu'on voit Michel. Et donc, le gars, il me dit, tu peux me demander ce que tu veux. Si tu as besoin d'une femme, d'un homme, de la drogue, des voitures. Pourquoi? Parce que j'allais jouer la même pièce chez les riches. Il s'imaginait que j'allais faire chez lui, alors que je fais chez les autres aussi. L'année suivante, on est invité par le directeur à revenir dans cette école-là. Et avant qu'on démonte tout de la camionnette, il me dit non, ne démontez rien, venez. J'ai une surprise pour vous. Donc on arrive. Donc c'était le bourgeois gentilhomme qu'on avait fait l'année précédente. Et il me dit voilà, le monsieur qui a failli vous enlever pour Cardiff, là, il a décidé avec d'autres copains de monter le bourgeois gentilhomme. Pour vous. Mais avec, on parlait de codes ce matin, les codes pour faire du théâtre, avec ses codes à lui. Donc, le gars qui vient, le danseur, hein, le maître philosophe et tout ça, il l'avait mis en arabe, dans ses codes à lui. C'était extraordinaire. Et on était tous les trois en train de pleurer. On se dit, non d'un chien, quel beau cadeau. Non seulement ils ont apprécié ce qu'on a fait, mais en même temps, ils nous ont volé le théâtre et ils l'ont mis à leur sauce. Donc l'héritage, on parlait de l'héritage tout à l'heure, l'héritage il se fait comme ça. Dès qu'il comprend le code, dès qu'il sait qu'on se fout pas de sa gueule, le jeune, qu'il soit chef de bande ou pas, il aime. Le gamin qui vient pour me donner son argent, le gars, il a besoin de son argent, il a compris le code. Et il a passé une superbe soirée parce que il s'est levé. Peut-être que c'est un timide. Et c'est souvent les timides qui prennent le devant. Parce qu'on avait des débats et on se dit, qui veut parler? Ah, monsieur. Et après ça, on apprend par le directeur ou par le professeur, vous savez que c'est timide. Il ne parle jamais. Il parle pas à ses camarades, il parle pas en classe, mais avec vous, il parle. Vous pouvez pas venir donner cours de français. Mais je dis non, je n'ai pas le temps de venir donner cours de français. Mais donc, le théâtre fait que on ouvre une tirette et il y a des choses qui se passent. Il y a des tripes qui sortent. Et c'est magnifique que vous soyez blond ou chauve ou brun ou grand ou petit ou étranger ou pas. Ça dépend. C'est quoi l'étranger? C'est quoi le classique? C'est quoi le moderne? Il y a quelque chose qui se passe. Qu'il soit classique ou moderne, je crois que les jeunes, parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure, les jeunes, ils s'en foutent. Ils font pas la différence entre le classique. Là, on a joué Roméo et Juliette, ils ont adoré parce que maintenant, ça va vite. Juliette est sortie de scène, ils sont tous les deux morts et tout. Hop, elle reçoit des trucs sur Facebook ou sur machin. C'était génial. Je sais pas comment ils ont repéré le nom ou quoi, mais enfin, pour ça, ils sont très forts. Et donc, ils réagissent. Ils sont venus voir pendant 2 heures Roméo et Juliette. Shakespeare. Moi, quand je suis rentré au conservatoire, j'ai dit Shakespeare, c'est chiant. Parce que c'est vrai que, bon, on lisait l'adaptation de Victor Hugo, de François Victor Hugo, et que c'est pas une bonne. Enfin, l'adaptation n'est plus vraiment d'époque. On parlait d'adaptation aussi. Il faut renouveler les adaptations. Et c'est vrai que l'adaptation que Thierry en avait faite était très intéressante. Donc je crois qu'il faut vraiment bien suivre l'héritage. Et il faut apprendre à nos jeunes à connaître cet héritage, à apprendre l'héritage, à lire les gens. On parlait tout à l'heure avec mon ami ici de Claessens, qui était un ami avec qui était au conservatoire. Lui, il était chez les comiques, chez Debar, et moi j'étais chez les classiques, chez Claude Etienne, alors que lui, il a fait que du classique, et moi je fais que du comique. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'aller chez des gens, on se mélange quand même après. Mais on lisait, on allait chercher des bouquins, et on passait les après-midi à lire. On cherchait pas une pièce de théâtre, on lisait, on est tombé sur l'espace vide de Peter Brook, on s'est dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire, plus de décor, ça coûtera moins cher en plus. Donc, parce qu'il y a quand même le financement qui... Et vous passez nos vies, est-ce que les jeunes font encore ça? Il faut leur apprendre. Je crois que nous, les adultes, on doit leur apprendre à aimer la littérature, à aimer à faire du théâtre, à aimer de prendre la parole. Prendre la parole. Vous avez déjà remarqué qu'on a employé le même verbe que
prendre la Bastille. La Bastille, c'est quand même le début d'une petite révolution en France. Donc, c'est le même verbe. On prend la Bastille, on prend la parole. C'est un acte. Il faut que les jeunes abandonnent leur GSM, leur tablette et tout ça, et commencent à prendre la parole, à dire ce qu'ils ont envie, de dire des choses, peut-être même des choses que quelqu'un d'autre a écrites. C'est ça qui est magique. Le théâtre, c'est pas nous. Moi, c'est pas moi qui ai écrit l'avare. Même si j'ai bien joué l'avare, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un gars qui s'appelle Molière. Et donc, voilà, on a un auteur ici qui pourra mieux en parler que quiconque. C'est de prendre la parole pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Mais c'est magnifique, la parole. C'est magnifique. J'ai eu l'occasion plusieurs fois dans ma carrière, ma longue carrière, d'avoir la possibilité d'aller à l'avant-scène. Je pense là maintenant à Karl Marx. J'étais tout seul sur scène où je raconte la vie à Londres et tout ça avec mes enfants qui étaient malheureux, dont plusieurs sont morts. Et je voyais des gens, ils pleuraient. Et donc ça me nourrit aussi. J'avais envie de leur dire, c'est pas moi, hein. C'est Karl Marx. Il faut pas pleurer sur moi. Mais je suis l'instrument de Karl Marx. Et donc c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour ceux qui n'ont jamais fait de théâtre, il faut le faire. Il faut affronter la scène, affronter le public. Parce que c'est ça, c'est un métier, hein. C'est un combat. C'est quelque chose de fort de se confronter à quelqu'un d'autre qui vous écoute, de prendre la parole. Et c'est magique. En plus, si on peut raconter une histoire, Molière, Shakespeare, c'est encore mieux. J'ai plus la parole. Oh, j'ai dépassé. Bon, alors j'en ai encore pour une demi-heure. Et merci beaucoup. Je propose qu'on passe à l'intervention d'Héloïse. On peut revenir sur ces questions après. Ok, alors j'avais prévu un certain chemin, mais avec tout ce qui vient de se dire, j'avais 1000 envies de réaction. Du coup, c'était toutes des choses que je comptais aborder en partie, mais peut-être quand même juste dire, voilà, toutes ces notions que j'entends de prendre la parole, etc., c'est vrai qu'il faut aussi encore pouvoir les entendre quand les personnes prennent la parole. Et c'est vrai que ça me crispe quand on dit « Allez les femmes, allez-y, faites-le ». Enfin, il y a 1000 raisons à pourquoi une personne parvient à prendre la parole et si on lui laisse la place de la prendre et comment. Donc, je trouve que les enjeux aujourd'hui sont beaucoup là-dedans aussi. Je sais pas si vous avez vu... par exemple, le film Anatomie d'une chute, mais par exemple, moi, je vois ça et je me dis, c'est évident que c'est une femme qui a réalisé ce film. Dans 1 million de détails, c'est pour moi flagrant parce que la sensibilité, l'être au monde, là, en tout cas, ça se sent. Et je me dis, en fait, c'est toujours la question pour moi effectivement, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est la question des quotas que je trouve intéressante à ce niveau-là. Pendant longtemps, j'ai lutté avec ça, alors qu'en fait, effectivement, pour que des spectacles, des programmations puissent être hétéroclites, effectivement, une des solutions, au-delà de dire je vais mettre 3 classiques et 3 contemporains, c'est tous montés par des gens qui ont quand même un vécu à peu près similaire, dans le fait, donc, par exemple, d'être des hommes blancs, puisque c'est là que la majorité l'a emporté depuis un moment. Et ben, en fait, c'est sûr que c'est aussi en permettant, même si c'est un peu au départ artificiel, parce que les quotas nous donnent toujours cette panique-là de la légitimité ou non, et que ce soit juste pour faire quota, mais c'est aussi permettre que des sensibilités différentes, effectivement, abordent finalement. On pourrait faire une année entière de programmation dans un théâtre de la même pièce, avec juste pour le coup que des profils différents qui s'en emparent. Et ce serait tout aussi passionnant que de dire que la diversité, on l'a fait avec un classique, un contemporain, une écriture autobiographique. Parce qu'en fait, comme on le dit depuis ce matin, qui on est va évidemment traverser l'œuvre, heureusement, j'espère. Je trouvais très intéressant quand Georges a dit que c'était un peu une autobiographie, comme ça, si on regardait. Et c'est pas le cas de tous les metteurs en scène, mais en tout cas... me concernant, je pense que c'est assez fidèle à ça. Ça dit quelque chose de moi, ça dit quelque chose de où j'en suis à chaque moment de ma vie, la pièce dont je décide de m'emparer et comment. Et donc, effectivement, c'est loin d'être neutre qui porte le projet. Et donc, je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui même si peut-être on va avoir l'impression pendant un temps que ce sera plus faible, qu'il y a un appauvrissement, enfin toutes ces paniques-là qui s'élèvent, de prendre ce risque-là pour peut-être que ces gens puissent aussi devenir aguerris, comme quand on dit pour que des femmes parviennent à avoir des postes de pouvoir, c'est sûr que si c'est sur CV, la plupart du temps elles les auront pas parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire leur CV pareil. Donc c'est des enjeux complexes.
Et j'en parle là brièvement, mais parce que je trouve ça super que ça soit arrivé sur le tapis ici, parce que moi, c'était un peu mon endroit où je me disais, est-ce qu'on a le droit d'en arriver sur ces sujets? Mais pour moi, c'est quand même un peu le propos aujourd'hui pour faire du théâtre. Moi, j'ai accepté de venir ici aujourd'hui il y a quelques mois déjà. Et finalement, plus on approchait, plus j'étais là en train de me dire, mais en fait, je suis en pleine crise de doute. Donc, c'est difficile déjà de prendre la parole tout court, mais en plus de venir quand on est en doute. Et en même temps, je me suis dit que, a priori, c'est plutôt sain et souhaitable dans nos métiers de regarder en face le doute et que les certitudes ont peu d'intérêt. Et donc, c'est vrai que je viens devant vous aujourd'hui un peu comme ça, parce que j'ai commencé par faire des classiques. J'ai monté un partage de midi de Claudel comme une évidence 5 ans après être sortie de l'école. À 25 ans, effectivement, en tant que jeune femme, en tant que jeune, en fait, effectivement, on n'en voulait pas d'un classique, et encore moins, effectivement, monté par une jeune qui avait peut-être du coup pas les épaules pour. Il se fait que Peggy Thomas, qui est là-bas, m'a permis de le faire au Théâtre de la Vie. Et que, effectivement, moi, j'estimais que le fait d'être une femme allait de toute façon faire de ma façon d'aborder ce texte. Pour ceux qui ne le savent pas, Claudel a une réputation assez misogyne aussi. Et que forcément, j'allais y amener de toute façon un endroit de contrepoint ou de point de vue d'altérité, en fait. Et évidemment, un homme aussi a une altérité avec Claudel. C'est juste une autre altérité encore. Et pour moi, la question des textes, qu'ils soient classiques ou contemporains, les textes écrits avant une création, c'est l'intérêt de quelque chose qui est une première altérité à partir de laquelle on va commencer à dialoguer. Là où moi, sinon, je travaille tout le temps qu'avec des metteurs et metteuses en scène qui écrivent et mettent en scène eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils le font avec plus ou moins de brio, mais il y a toujours un peu cette notion, je trouve, où tout va dans un même sens. Puisqu'on est a priori forcément d'accord avec ce qu'on écrit, quand bien même on fait dialoguer des points de vue différents, on sait un peu où on va. Et j'aime assez, moi, le fait de partir d'une matière qui, elle, a une fin en soi, elle a été écrite, que ce soit récent ou pas. Et à partir de là, oser dire, et même ne pas constater l'auteur, même s'il est encore vivant, pour dire, OK, nous, on fait quoi de ça? Et quand je dis nous, c'est parce que c'est vraiment toute l'équipe autour du projet, autant la scénographie que la lumière, que le son, que les acteurs et actrices du projet, de venir confronter nos différentes altérités, nos différentes personnalités avec cette matière-là et entrer en dialogue, en fait, avec ce matériau. Et ça, c'est un endroit que je trouve vraiment passionnant et qui, pour moi, ouvre tout un champ, déjà, de réécriture, en partie, des classiques ou des contemporains. Et je trouve qu'il y a parfois de plus en plus, ça me questionne, la question des classiques ou des contemporains, parce que moi, j'ai monté 2 classiques, Partage de midi et Intérieur, de Maeterlinck. Et puis, un ami auteur, Vincent Lécuyer, me dit « Ah, j'ai écrit ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Et je dis bon, en tout cas, je pense que je l'aurais pas pris dans ma bibliothèque parce que simplement, j'ai du mal à avoir vraiment des coups de foudre. Enfin, c'est dur, je trouve, d'avoir la nécessité absolue de monter un texte. Mais bon, vu que là, il me le proposait, je crois que je me suis dit « J'ai pas envie d'être reléguée à être vieille avant l'heure, donc je vais faire un contemporain. » Ça me stressait un peu, la question de pas être en contact avec mon époque. Et en fait, je fais le mouvement complètement inverse maintenant parce que ça m'a été beaucoup plus difficile et violent, en fait, de monter un contemporain parce que je trouve que la question du présent au théâtre, c'est une drôle de question parce qu'on est forcément toujours en retard. On est un média, en tout cas quand c'est un texte déjà écrit, les écritures de plateau peut-être et encore. Parce qu'on est forcément pas dans l'instantané. Les productions, on le sait tous, ça met 2 ans quand c'est super, 5 ans en général. Donc, en fait, entre le moment où on démarre un projet et le moment où il aboutit, que ce soit nous, que ce soit le monde, évolue terriblement. Et donc, c'est très particulier de prétendre toujours à ce rapport à l'actualité ou au présent, alors même que c'est pas l'endroit de force de ce média-là, je trouve. Par contre, l'endroit du temps présent, celui de la représentation et de la mise en coprésence, pour moi est fondamental. Mais c'est 2 choses un peu différentes que de prétendre parler du présent directement dans ce qui est dit, ou que de proposer un temps partagé au présent, ce qui ça me paraît l'objectif a priori obligatoire. Enfin, j'ai l'impression duquel on ne peut pas se passer.
Et la question de venir entrer en dialogue avec le présent, mais de ne pas proposer des réponses, puisque là, j'ai l'impression qu'on est forcément toujours en défaut, puisque le présent nous échappe en permanence et on n'a pas de recul dessus. Et donc, moi, les textes les plus récents avec lesquels j'ai travaillé m'ont finalement beaucoup plus mis en difficulté de me dire « Oh, je suis plus d'accord maintenant avec ça », puisqu'ils prétendent au présent et à une connexion avec ça, que ceux où il y a un décalage d'office, un décollement d'office, un espace d'office pour un questionnement fictionnel, pour un questionnement pour la question, en fait, je trouve. Enfin voilà, ça c'est un petit bilan personnel de ce que j'ai été amenée à vivre, et j'aurais plutôt tendance à faire des actes muets aujourd'hui, parce que je trouve qu'aussi j'ai une grosse crise de doute sur qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui sur un plateau de théâtre. Et je me sens dans une impossibilité, moi, d'avoir encore là l'assurance de dire ça, c'est sûr. Même si je suis dingue d'un million de textes classiques, hein, moi j'ai envie de Racine dès que je trouve ça délirant. Mais là, je crois que j'ai un besoin de dire, j'ai besoin d'observer ce que vont faire les autres là pour l'instant, et notamment tout un tas de personnes, des minorités qui disent avoir envie et besoin là de prendre la parole, et que même si ça me crée des vertiges et des peurs, j'essaye de calmer petit à petit mes angoisses et d'aussi oser être observatrice de ce qui se passe, sans d'office tout de suite vouloir contrer. Et je suis par contre évidemment bien d'accord avec cette notion de ne pas brûler les classiques, de ne pas les annuler, mais de oser ne pas tout de suite dire non au fait qu'on traverse effectivement une période de grande remise en question, et que on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Et par exemple, aussi avec toutes ces notions de langue qui évoluent, de toutes les notions inclusives aujourd'hui, je trouve que c'est très tentant de s'ériger contre ça, d'en avoir peur, de parler tout de suite aussi d'appauvrissement et tout ça, alors même que j'ai l'impression qu'ici, on est forcément presque toutes et tous des gens qui croient au fait que la parole est performative et performante, que le verbe est action, sans vouloir être trop religieuse, mais que du coup, à partir du moment où on croit à cette puissance-là, bah, évidemment que le langage est puissant, modifie, et que donc la question de modifier la langue, je la trouve en fait assez passionnante si on ne se braque pas. Et que peut-être on peut, en ne se braquant pas, trouver plus d'endroits de dialogue et de cohabitation, plutôt que de juste réagir par la peur d'être annulé, soit, et de perdre l'endroit d'expression. Alors évidemment, en tant que femme, j'ai envie de dire, ça fait seulement quelques années qu'on arrive un peu, alors bon, ben voilà, tout de suite, je me dis, bah oui, mais il y a d'autres minorités. Enfin, c'est difficile d'oser dire, ce sera pas mon tour maintenant, mais je trouve ça en même temps assez passionnant et vibrant de re-questionner tout le temps la nécessité et le fait que c'est pas parce qu'une autoroute a été ouverte, en tout cas moi j'ai eu cette chance-là tout d'un coup de ça s'est bien passé, alors j'aurais pu un peu enfiler là des projets et de me dire ben non, je vais prendre le risque de retourner un petit labo sous le tapis, de re-questionner la question des distributions aussi. Je suis un peu foutraque, hein, mais c'est pas par manque d'organisation, c'est parce que je suis fort habitée par beaucoup de réflexions, tu vas me faire passer. Mais par exemple, la question des distributions, tu disais, Michael, qu'au conservatoire, vous questionnez ça, mais moi, j'ai eu la chance de donner cours au conservatoire de Mons il y a 2 ans et à l'IAD l'an dernier. Je suis arrivée au conservatoire de Mons avec 3 auteurs hommes. Enfin, voilà, je me suis dit, aïe, je vais me faire rétamer. C'est savoir que j'ai le même âge, en plus, que les gens qui sont à l'école, là, enfin, à peu près, quoi. Il y avait des gens plus âgés que moi. Et donc, c'est très particulier d'être en décalage, de se sentir en décalage avec sa propre génération. Et donc d'avoir très peur. Et en même temps, je me suis dit, ok, sois à l'écoute, on va voir. Et donc, je suis arrivée avec l'idée qu'on allait faire Iphigénie en 3 versions, celle de Thiago Rodriguez, celle de Racine et celle de Ripine. C'est l'école, hein, c'est l'avantage. On n'est pas obligé de réussir et puis ça peut durer 5 heures. Et donc on a commencé comme ça, et j'ai évidemment tout de suite senti tout ça s'est braqué de partout. La première heure, j'étais là, et à la première pause, ça n'a pas manqué. Les jeunes femmes de la classe viennent me voir, me disent voilà, on aimerait bien faire un contre-plan féministe, écrire une autre. Et puis je dis ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après la pause, je me dis quand même quelque chose qui me chipote.
Je leur dis, voilà, écoutez, je préférerais vraiment qu'on y réponde artistiquement, qu'on y réponde par le plateau, plutôt que par une écriture qui, comme je disais tout à l'heure, à moins que vous soyez des génies de je ne sais pas encore, et quand bien même en un mois, je vois pas comment, que vous soyez à la hauteur de ces auteurs-là, qui pour le coup ont déjà, enfin, cette plume, elle est vraiment sublime, c'est quand même une fameuse mise en concurrence. Et j'aurais pas envie que vous ayez l'air plus faible, justement, à cet endroit-là. Donc là où, par contre, il sera pas question de ça, c'est comment on y répond au plateau. Je dis, si toutes les phrases que vous voulez plus entendre aujourd'hui, on laisse un immense blanc à la place. Ou si toutes les phrases que vous voulez plus entendre aujourd'hui, il y a tout d'un coup, toutes les femmes du plateau qui se bouchent les oreilles. Et on n'explique pas, mais au fur et à mesure du spectacle, les gens peuvent finir par se dire, ah, tiens, chaque fois qu'elle se bouche les oreilles, en fait, je trouve ça inentendable, ou pas. Là, je donne des bêtes pistes comme ça, mais, ou bien, qu'est-ce que c'est si c'est effectivement une femme qui joue à Agamemnon, etc. Mais dans les étudiantes, quand je leur ai demandé d'écrire leurs désirs, étudiants et étudiantes, il y en a par exemple qui m'ont dit, bah, j'aimerais bien jouer à Agamemnon, on m'a jamais autorisé à jouer un homme encore au conservatoire. Alors que, pour moi, ça, c'était la base, que, puisqu'on croit au fait que les mots nous définissent, enfin, quand on fait du théâtre, j'ai l'impression un peu, c'est-à-dire ce que je dis me définit, et ce qu'un personnage dit des autres en dit plus long sur lui-même que sur les autres, enfin, toutes ces notions-là dont j'adore m'emparer, bah, du coup, je trouve qu'en plus, elles sont très actuelles, c'est-à-dire l'idée que c'est pas mon apparence, c'est les actes que je vais poser, les mots que je vais poser. Donc ça, pour moi, ça peut pas être erroné, puisque c'est même un peu tout à fait les revendications d'aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, je trouve très intéressant de remettre en jeu qui joue quoi, qui a le pouvoir, qu'est-ce que ça change si effectivement c'est une femme qui est Agamemnon, qu'est-ce que ça change, quelle mise en vibration ça vient proposer, avec les endroits où ça va être passionnant et les endroits où effectivement ça va pas coller du tout, enfin voilà, mais que en tout cas il y ait ces zones de friction. Et c'est vrai qu'une de mes rares petites pistes de réponse aujourd'hui, si je devais me mettre en scène un jour, ce serait la question d'une distrib réellement comme je me l'imagine à l'ancienne, dans mon fantasme de l'ancienne, c'est-à-dire n'importe qui, je fais n'importe quoi. Et justement ressortir un peu de ce carcan où tout le monde colle trop, en fait, à son personnage. Et retourner dans l'endroit de puissance du théâtre, justement, où on s'en fout. Si je dis je suis machin, je suis machin. Et c'est quand même ça qui est dément. Et donc ça, c'est une des pistes. Et je dis ça, j'avais un peu de temps. Je parle très vite pour être ça. Je vais être toute trop gentille. Voilà, juste, il y a ça. Et aussi accepter, moi, si je devais aussi un jour recréer, ce serait en m'acceptant qu'on ne peut pas embrasser tous les mots des personnes qui entrent dans notre salle. Et ça, j'en ai fait l'expérience, Peggy le sait, j'ai monté le partage de midi, avant le Covid, tout ça. Et là, prix de la découverte, tout le monde trouve ça formidable, etc., etc. Et puis, 4 ans plus tard, parce qu'à cause du Covid, on est reporté de 2 ans, on est 4 ans plus tard à faire une reprise. Et là, bam, le Covid est passé par là, les 4 années sont passées par là, et moi, manque de maturité ou naïveté, je ne modifiais rien, j'ai pas d'argent en plus pour, donc je dis on refait la même, et là, bam, le choc. Je reçois des mails comme quoi on prend le sexisme, le racisme, le machin, et moi, bam, mon monde s'effondre, je m'effondre, voilà, c'était très dur, et en même temps, une des personnes qui m'a envoyé ces mails m'a demandé à me voir, on s'est vu, et c'était une jeune femme de mon âge, tout ça. Et je lui disais, je dis, voilà, moi, je n'en ai pas dormi pendant 3 mois, d'avoir des angles morts, de ceci, de cela. Et je dis, mais je crois que à la question, est-ce qu'on est censé embrasser tous les mots des personnes qui entrent dans ma salle, j'ai oublié de répondre non, sinon je ne créerai plus jamais. Donc, je pense qu'à cet endroit-là, c'est important d'être doux avec soi là-dessus. Mais de malgré tout, faire appel aussi aux ressources qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire s'entourer de gens différents. Avoir l'humilité aussi de, sans vouloir correspondre à tout le monde, parce que c'est pas l'enjeu, on doit rester proche d'une subjectivité en art, je crois, mais avoir aussi le courage de faire venir plein de gens différents dans ces processus et de dialoguer et de dire ok, j'entends, mais ça j'en prendrai pas compte parce que tant pis si ça doit heurter là ou là, mais au moins je sais pourquoi je fais ce choix, je le fais en bonne intelligence. Enfin voilà, je trouve que l'époque demande qu'on fasse preuve de courage et d'humilité, sans croire qu'on va tout d'un coup perdre tout ce qui fait notre personnalité ou notre subjectivité tellement magnifique, etc. Je veux dire, j'ai l'impression que dans l'art, on est quand même des gens qui croient au fait que l'identité est mouvante, sinon c'est un peu triste. Et donc, oser se dire qu'il n'y a pas de terreur à avoir à se faire modifier sans pour autant être censuré. Et qu'il y a une marge entre ces deux choses-là, qui est certes périlleuse,
difficile pour l'instant, mais que je trouve passionnante si on ose avoir un peu moins peur. Je ne suis pas tout à fait, mais j'essaye. Et pour terminer, je veux dire que à la base, je comptais vous parler vraiment de comment je mettais en scène. Et là, pour le coup, quand c'était Partage du Midi ou Intérieur de Maeterlinck, c'est deux auteurs qui sont de la même époque. Donc 1906, Partage du Midi, 1896 peut-être pour Intérieur. Et c'est vrai que moi, chez ces deux auteurs-là, c'est parce qu'ils sont dans le courant symbolique que moi, j'ai réussi à m'en emparer. C'est-à-dire que dans le symbolisme, pour moi, il y a un vrai endroit qui traverse le temps. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'étais très à l'aise, dans l'idée d'aller chercher dans qu'est-ce qui fait signifiant, qu'est-ce qui fait sensation, qu'est-ce qui fait émotion, comment est-ce qu'on ouvre les portes au-delà de l'intellect, parce que le problème du médiathéâtre, c'est les mots. C'est en fait, dès qu'on s'adresse aux mots, alors c'est intelligent, il faut comprendre. Et donc souvent, les gens disent j'ai pas compris, et notamment les scolaires. Pour ça, c'est chouette parce qu'ils l'assument. Et tu dis mais alors ça veut dire quoi? Et en fait, ils ont tout compris ce qu'il y avait à comprendre. Il y avait rien d'autre à comprendre. Donc Claudel, il dit ça, il ne faut pas comprendre, il faut se laisser faire. Et en même temps, c'est un vocabulaire très complexe. Donc comment est-ce qu'on s'adresse au sens? Comment est-ce qu'on vient faire dialoguer quelque chose qui est plus de l'ordre d'un souffle, d'une respiration, d'un organe? Et où en fait, tant pis si on comprend pas tous les mots. Mais on est vraiment un média en grande difficulté pour ça, pour que les gens acceptent de lâcher prise sur l'endroit de l'intellect et de se laisser toucher peut-être par une émotion. Et c'est vrai que pour moi, l'esthétique est un des biais de ça. Et donc, dans Partage du Midi et dans l'Intérieur, il y avait une place immense à la scénographie et à l'émotion esthétique, qui pour moi est mise en contact avec la beauté, qu'elle soit celle d'une esthétique ou d'une langue. C'est déjà un pari gagné. C'est-à-dire que pour moi, dans une vie, être au contact de la beauté, ça, c'est encore quelque chose dont auquel je suis sûre de croire. C'est que ça vaut la peine. Et donc, c'est pour ça que j'aime les langues, les classiques et tout ça, c'est que souvent, je trouve qu'il y a quelque chose dans la force poétique, je crois que c'est Peggy qui en parlait, qui indéniablement, pour moi, vaut la peine dans une vie. Maintenant, comment, pourquoi, avec quels moyens, quelle distribution, pour s'adresser à qui? Là, j'ai plus aucune réponse. Mais je crois encore très, très fort à la puissance de la poésie, de la beauté et des émotions que cela procure et de la mise en commun que ça procure. Bon. C'était fluide, hein, mais... Merci. On va peut-être passer à l'intervention de Patrice. Ok. Merci beaucoup. Je vais peut-être revenir un peu plus sur le sujet en lui-même, parce que ces questions sont passionnantes et en écoutant Héloïse, il y a plein de moments où je fais « Ah, j'aimerais débattre avec Héloïse, rebondir, lui dire « Ah, je partage aussi ». Je vais essayer de revenir un peu sur le thème de base et puis on va de toute façon déraper et repartir ailleurs. Le titre de mon intervention, puisqu'on m'a demandé un titre, je me suis dit « Mais quoi, un titre, c'est bizarre ». Et puis, je me suis souvenu d'une anecdote. Donc, le titre de mon intervention, c'est « Pourquoi est-ce que Jacques Hubert a voulu me casser la gueule ?» Et c'est fort en rapport avec le thème d'aujourd'hui, de la façon de monter les classiques. Et donc, petite anecdote pour démarrer, et puis je commence. J'ai monté donc l'école des femmes il y a 1 an et demi au parc. Et puis, pour rebondir sur tes doutes, Héloïse, moi, c'est des commandes. Et donc, c'est comme ça que je résous le truc. Finalement, je fais ce qu'on me dit de faire. Et donc, voilà. Et donc, j'ai mis en scène cette école des femmes. C'est une commande, j'ai pas choisi d'aller chercher ce texte-là, et donc je le reçois, je me dis, OK, qu'est-ce qui me parle? Je sais que ça a été déjà dit ce matin, il faut que ça résonne en nous, et je dois utiliser ma subjectivité et ce que je pense qu'il convient de dire aujourd'hui. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je sais parfois ce que j'ai envie de dire, et je me dis que la pluralité des voix, c'est en parlant et en étant à côté d'autres personnes qui disent autre chose, qu'on aura divers sons de cloche. Et donc, je regarde cette école des femmes, il y a des trucs qui me plaisent, des trucs qui me plaisent pas, je coupe, je triture pas mal la matière, et on arrive à un spectacle que je trouve assez chouette. Il y a des spectacles que j'ai vus à la première en faisant oh, tu feras mieux la fois prochaine, Patrice. Donc on se plante tous. Et ici, je me dis, je suis relativement content, ça continue à me faire vibrer. Voilà. Et Monsieur Weber,
M. Jacques Weber, est de passage à Bruxelles. Il va monter un projet avec les comédiens de la distribution à l'École des femmes, et donc il vient voir le spectacle. Et puis, moi, pour le spectacle, je fais quelques notes à la technique pour des trucs de technique. Et quand je rejoins l'équipe, ils sont sur la terrasse avec Jacques Weber, et Guy Pion, qui jouait Arnolphe, sort de la terrasse, il rentre dans le foyer, et il me dit « Patrice, ne va pas sur la terrasse, Jacques Weber veut te casser la gueule. » Il était furieux parce que j'avais touché à Molière d'une façon tout à fait interdite, et il voulait littéralement me casser la figure. Alors moi, je ne connais pas ce monsieur, mais je l'ai quand même vu à la télévision et je pense qu'il est plus baraqué que moi. Et donc, je n'ai pas été sur la terrasse. Et donc, je ne sais pas bien ce qu'il me voulait, mais en tout cas, j'avais touché à un dieu et ça, on ne pouvait pas. On ne peut pas faire ça à Molière. Et donc, ça m'a poussé à me dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait de si dramatique à notre ami Jean-Baptiste? Et honnêtement, je comprends qu'il n'aime pas, mais je ne comprends pas qu'on interdise. Je ne comprends pas qu'on dise non, on ne peut pas faire ça avec Molière, avec Shakespeare, avec qui que ce soit. On peut dire, j'ai vu ton Molière et moi j'étais déçu, on a perdu ça, t'as tout, enfin voilà, j'ai pas aimé, pas de souci, mais me dire que je ne pouvais pas le faire, ça m'interroge. Et donc, je me suis interrogé sur mes pratiques et sans doute que le sentiment principal, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on veut faire, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce qu'il convient de faire. Je sais juste que quand je suis dans le concret, avec une pièce entre les mains, je me dis, OK, comment moi je vais aborder ce truc-là, et je cherche une porte d'entrée dans la pièce. Il se fait que dans l'École des femmes, j'ai regardé, j'avais le texte de base sur mon ordi, donc avec un nombre de caractères de base, et puis j'ai fait les coupures, j'ai retiré, j'ai trifouillé, et en préparant ici, j'ai été voir combien de caractères j'avais dans ma version définitive. Et j'ai retiré 37% du texte. Et je me suis dit, j'ai peut-être été un peu fort. Et en même temps, j'ai l'intuition que j'ai trouvé une façon possible de servir aujourd'hui, à cet endroit-là, ce texte-là. Il y a une scène de notaire dans l'École des femmes, elle est chiante. En tout cas, moi, elle m'ennuie, parce que Molière fout des notaires partout, parce que je suppose qu'il y a un gars dans sa troupe qui joue bien les notaires, alors il dit, t'inquiète, j'ai un rôle pour toi, mais aujourd'hui, moi, je m'en fous, et de toute façon, Thierry Debroux était très content qu'il y ait une personne en moins dans la distribution, parce que c'est pas ça avant moi. Et donc, j'ai coupé ce notaire, il m'ennuyait, et on avait, pour moi, une tension dramatique assez efficace sans cette scène-là. Je n'en avais pas envie ni besoin. Et donc, en parlant du respect du texte, par exemple, et en parlant des thèmes qu'on peut aborder ou non aujourd'hui, comment on se positionne par rapport à ça, il y a une partie du discours dans l'École des femmes qui est assez misogyne, je trouve. C'est dans la première scène, Chrysalde dit de toute façon, puisque tu es marié, tu vas être cocu, parce que les femmes trompent toutes leur mari. Le truc, c'est comment tu te positionnes par rapport à ça. Est-ce que tu es un cocu content ou un cocu pas content? Ça, je ne veux pas dire ça aujourd'hui. Je ne veux pas le dire. Un de mes premiers réflexes quand j'ai un texte classique, c'est OK, qu'est-ce que ça raconte? L'École des femmes, c'est quand même un gars qui a acheté une gamine quand elle avait 4 ans pour pouvoir l'épouser quand elle en a 17. Il l'élève dans l'ignorance pour pouvoir la manipuler. Et donc, je l'achète à 4 ans parce qu'elle est mignonne et je la saute à 17 parce qu'elle est belle et toujours jolie. C'est parfait. Donc, j'ai pas envie de mettre une scène de notaire rigolo au milieu de ça parce que c'est une histoire de pédophilie, de prédation. Et donc ça m'intéresse vraiment fort. Il y a des scènes d'une violence inouïe là-dedans. Et je n'ai pas envie de commencer la pièce en disant « Bon, le nana, elles sont toutes un peu chaudasses. » Non, je suis pas d'accord avec ça. Et donc, je veux partir d'un constat, je veux rappeler, et c'est ça que j'ai fait au début de la pièce, je fais simplement passer une enfant qui vient avec son vieux nounours en peluche, une enfant pouilleuse, qui monte dans cette belle maison, qui va dans sa chambre, qui est une sorte d'aquarium, un truc d'exposition, comme un truc de poupée Barbie, avec derrière une vitre. Et puis, on va la ranger là, et puis on la voit grandir et devenir la jeune femme qui est Agnès au moment de la pièce. En faisant ça, je rappelle juste aux spectateurs, vous avez entendu? Elle a 3 ans au moment où il l'achète, il la fait venir chez lui et c'est les baraquis qui vont l'élever. Alors ça aussi, j'essaie d'avoir des référents quand j'aborde un texte. Il y a des valets idiots. C'est quoi un valet idiot aujourd'hui? Quelle est ma référence
Et donc, j'ai mis des gros baraquis avec le mec avec sa PlayStation qui est juste en train de manger des pizzas, de boire des bières et de jouer à la console. Et la nana était avec des trucs de maquillage sur son apparence. Ok, j'ai vais prendre des clichés de gros baraquis parce que c'est des petits rôles. Et en une apparition, je dis, vous avez vu, elle a été élevée par des gens qui n'ont rien offert à cette jeune femme. Et donc, j'essaie de raconter l'histoire, de raconter les situations en me disant quels sont mes référents aujourd'hui. Moi, je suis un Carolo, alors je vois des gens de ma famille et je me dis, ah ouais, c'est eux les baleines. C'est mon univers à moi, j'ai été chercher mes petits trucs à moi. Et si ça peut marcher, tant mieux. Je pense évidemment toujours au spectateur et à l'équilibre que ça peut donner. Mais donc, c'est ça, je n'ai pas de respect pour qu'est-ce que ça doit être un valet chez Molière. Par exemple, si on prend les paysans dans Don Juan, la scène où Don Juan a été sauvé de la noyade par des marins paysans, je ne sais plus, et il parle un langage, c'est du patois, et souvent, je vois ces paysans se comporter comme des enfants, comme des gamins. Et ils sont face à Don Juan qui fait « Ah, on joue » et qui est beaucoup plus fort qu'eux, et je vais te rosser si tu ne... Je comprends pas. C'est des gens qui travaillent la terre, qui sont sur des bateaux, ils sont musclés, c'est des gars qui savent manier des outils. Et puis, il y a un type qui, lui, a vécu entouré de dorures et qui va les prendre et les coller. Comment c'est possible, ce truc-là? En fait, ces valets ne sont pas des enfants. Ces valets sont des gens puissants, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le bâton du pouvoir en main. Et j'ai fait la référence avec, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Ni juge ni soumise, dans lequel on voit une petite juge qui est face à un délinquant, et elle va décider si elle le fout en tôle. Et elle dit au type, qu'est-ce qu'il y a, tu t'énerves, tu veux te battre? Moi, je te mets par terre et je te défonce la figure, c'est clair? Elle dit, non, madame, ça va. Si on retire le pouvoir de la juge à cette bonne femme, qu'est-ce qui lui arrive au moment où ils se battent? Elle tient une seconde, elle est par terre. Et le type qui est baraqué, il la défonce. Mais elle a le pouvoir, le bâton de pouvoir en main, c'est elle qui fait, si tu me dis, si tu te soumets en faisant non, j'ai trop peur de vous physiquement, madame, peut-être que je vais être de bon poil et je vais pas te foutre en tôle. Et c'est la même chose avec Don Juan. Il vient, il est comme ça, il sait pas se battre, mais il y a en face de lui des gens qui savent se battre et qui n'ont aucun pouvoir. S'ils touchent un bourgeois, ils sont morts le lendemain, on les lapide, on les pend, on les enferme et leur vie est foutue sans jugement. Ok, alors les valets, les paysans à ce moment-là, ce sont des hommes avec du courage, avec de l'intelligence, avec des sentiments, mais ils sont prisonniers d'une situation. Peut-être que c'est ça ma façon de réfléchir quand j'aborde un classique, c'est je ne veux pas croire à ce qu'on m'a dit sur ce personnage-là jusqu'ici. J'en suis bon. J'ai oublié de lancer. Les amis. Tu vois à peu près... Par exemple, Agnès dans l'école des femmes, le petit agneau qui est toujours en blanc, qui nous annonce après une tête penchée, une belle voix fluette que le petit chat est mort, c'est qui? C'est donc une jeune fille qui a été élevée par des crétins et par un pervers. Comment est-ce qu'elle peut être belle, élégante, raffinée? Son référent masculin, celui qui se comporte en père, pour elle, il la garde, il l'élève pour pouvoir la prendre. Le mariage, c'est ça. Pour moi, mariage, c'est juste un mot, mais le soir, il y a la nuit de noces, et ce qui rend dingue Arnolphe, c'est la beauté de Marianne. C'est pas son intelligence, puisqu'il l'a élevée comme une idiote. Donc, il veut la sauver. C'est ça qui se passe. Et donc, elle est élevée par une figure paternelle qui veut la sauver. Comment est-ce qu'elle peut être équilibrée et faire « Oh, petit chat est mort, je suis une belle fille ». Non, elle est élevée par cette situation-là, elle a grandi là-dedans, et donc elle a un rapport à la séduction qui ne peut être que légèrement biaisé. Ça ne veut pas dire qu'on l'accuse, au contraire. Ça veut dire que je repose la question du viol en mettant une mini-jupe et en disant « Et alors ?» La fille, vous voyez le classique, « Ah oui, elle s'est fait violer, mais elle était quand même habillée de façon un peu aguicheuse. » Et donc la question c'est « Ok, mettons-la en aguicheuse, est-ce que ça lui enlève un soupçon de légitimité? Non. Est-ce qu'Arnolphe est moins une pourriture pour autant? Non. Je tends simplement un peu la situation. Je montre une Agnès qui est, je pense, crédible, qui est une ado, qui fait « Oh, il me cave le vieux qui est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le petit chat est mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, connard ?» Et donc, c'est pour moi ça qu'elle a en tête en dessous, mais ça n'enlève rien à sa fragilité, à son élégance, à sa finesse.
à la façon dont elle va comprendre la situation et grandir pendant la pièce, mûrir pendant la pièce et prendre du pouvoir en comprenant quel est son rôle là-dedans. Et je pense que, à part Catherine Macré, tout le monde a compris. C'est vrai. J'ai essayé de rendre certaines scènes glaçantes, notamment Agnès reçoit sa robe de mariée et c'est les deux serviteurs qui viennent l'habiller pendant que Arnolphe lui dit « Maintenant, tu es ma chose, je te possède et tu vas la fermer, tu me dois obéissance. » Et l'obéissance qu'un soldat doit à son supérieur n'est rien auprès de ce que toi, tu me dois. Et donc, il est extrêmement puissant, extrêmement dur. Et pendant ce temps-là, Marianne est mise, dévêtue, et puis Agnès, pardon, est dévêtue et puis habillée avec sa robe de mariée. Donc, elle est extrêmement vulnérable à ce moment-là, au moment où Arnolphe est puissant et redoutable. Je pense que là, je dénonce ce rapport-là, et ça m'a permis avant de donner un peu de force à Agnès en faisant cette jeune ado qui s'en fout un peu, et puis tout d'un coup elle se retrouve en position de fragilité et on sent qu'elle va elle est la proie d'Arnolphe. Et donc voilà sans doute le genre de liberté que je prends. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que ma voix est la voix qui doit monter ça. Ça veut dire que quand on me demande à moi, et oui, je suis un mâle blanc un cis, mais voilà, il n'y a pas de mal à ça. Et je me dis, bien sûr, si la pièce est montée par quelqu'un qui a d'autres affinités, ça va donner un autre mélange. Moi, ma voix est celle-là, et je vais essayer de la remettre en question aussi. Concernant la question des distributions, j'essaie de me dire, mais je ne m'y parviens pas, je suis pris, je crois, dans les mêmes, la même chose que toi, c'est qu'il y a un résultat fini qui doit parler au spectateur, et si je trifouille un peu trop la distribution, je risque, ou j'ai peur de perdre un peu les spectateurs. Il n'empêche que quand j'ai monté la barre, j'ai fait des auditions, et mon valet était je crois qu'il est italien, et en tout cas il est de basané, cheveux noirs, et clairement il vient pas du Nord, et sa sœur c'était une blonde avec des grands yeux bleus, et c'est après que j'ai fait ah merde, en fait ils sont super dans les rôles, mais on a du mal à imaginer quels sont les géniteurs qui ont donné, et puis en fait on s'en fout. Je crois que personne ne s'est posé la question. On a été prendre l'énergie de Valère, l'énergie de Marianne. Ils sont frères et sœurs, ben ok, la pièce dit qu'ils sont frères et sœurs, on s'en fout. Qui dans la salle croit que les comédiens sont vraiment frères et sœurs? Personne, on sait que c'est une distribution, et donc à partir de ce moment-là, l'histoire a été racontée, et pour moi tout va bien. J'aimerais avoir le courage de faire ça un peu plus fort. J'aimerais que tout le monde s'en fiche. Tiens, il y a un black qui joue le fils d'une blanche, on s'en tape, ces deux comédiens qui vont bien ensemble, ils ont des énergies qui fonctionnent, et pour le reste, je n'ai pas toujours ce courage-là, je n'ai peut-être pas encore assez eu, et je ne veux pas le forcer, je ne veux pas me dire, il faut que je mette un blague dans ma prochaine distribution, je vais voir ce qui se passe, et ça va raconter ce que ça racontera. Voilà. Je suis aux 20 minutes. Pile poil, pile poil. Zéro, c'est... Merci. Je sais pas si, voilà. Juste, parce que tu parlais de nuances tout à l'heure, et donc, effectivement, enfin, c'est juste hyper, pour être sûr d'être bien compris, c'est qu'effectivement, il y a absolument pas de mal à ça, et encore heureux, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est, et on n'a pas à s'en excuser, et que justement, je trouve que c'est très important de bien redire que c'est pas une responsabilité c'est pas à chacun de porter ça individuellement, ce sont des questions de société, et d'où je disais, c'est pas toi qui ne devrais pas avoir ta subjectivité, même si c'est important d'avoir conscience de où on parle, et donc d'éventuellement s'ouvrir un peu, comme tu dis, pas se forcer à, mais se dire, peut-être je regarde pas non plus, enfin, moi, en tout cas, c'est ça, c'est me dire, tiens, j'ai l'habitude de croiser tout le temps les mêmes gens, comment je vois d'autres gens, au-delà de me forcer à. Et puis, c'est la question que cohabitent au sein de programmation et au sein de propositions, des gens différents pour que des récits différents existent. Au-delà du récit pur. Parce que souvent, on en a après les nouveaux récits, comme si c'était que à l'endroit de l'auteur. Or, moi, je crois que c'est pour ça que c'est pas les classiques qui doivent trembler d'office. C'est pas que la question de l'auteur, c'est la question de qui s'en empare et de comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a plein de voix portées différentes dans la façon de s'en emparer.
pas ma faute. Mais oui, c'est de ta faute. Bien sûr que c'est de ta faute. C'est toujours de ta faute.